Le choix des artistes Fabien Giraud et Raphaël Siboni s'est fait relativement naturellement. C'est des artistes que je connaissais un peu à la base, vu que j'avais vu des œuvres emblématiques de leur travail antérieur. Des œuvres comme The Outland qu'on a vu à la Force de l'Art, ou bien Lost Maneuvers in the Dark du Palais de Tokyo. Des œuvres qui les ont très rapidement propulsées comme ça sur le devant de la jeune scène artistique française. Donc les deux artistes ont vraiment eu cette volonté de changer un peu de direction dans leur travail, peut-être justement en conséquence de cette surmédiatisation des œuvres précédentes. Donc ils ont un peu entamé ce côté anti-spectaculaire au départ. Et The Unmanned, c'est plutôt une coupure radicale dans ce travail. C'est un corpus qui se déploie avec une ligne conceptuelle qu'on retrouve de pièce en pièce, de vidéo en vidéo, qui trouve sa base dans la vallée von Uxküll, qui est présentée de manière relativement extensive ici au Casino. C'est la première fois qu'on voit vraiment ces œuvres côte à côte pour créer un paysage complet, au fait, et un travelling à travers l'histoire de l'image et de la résolution de l'image. L'exposition, elle ne se présente pas comme une exposition vidéo classique au sens du terme, comme on les connaît, avec des black box et une salle quasiment absente pour laisser uniquement l'image agir sur le regard du spectateur. Ici, on est plutôt dans un autre type de scénographie où l'espace fait partie intégrante du propos des artistes et de la ligne conceptuelle de The Unmanned. On a vraiment une appropriation des espaces et une démultiplication aussi des espaces, vu qu'ils ont également joué sur cette idée de miroir, de symétrie des salles, de répétition visuelle. Et le dispositif technique, dans certains cas, joue un rôle également. On a la vallée von Uxküll où justement on a cette promenade à travers l'histoire de la résolution de l'image avec les projecteurs qui correspondent aux résolutions qui sont projetées. Donc là, c'est important de voir les projecteurs également et de voir l'évolution de ces machines. En très peu de temps, en fait, on passe de projecteurs relativement simples et peu performants, on va dire, à quelque chose de très performant qui projette déjà une image au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir habituellement. Donc, on se déplace vraiment dans une évolution et dans une technique qui à un moment prend le dessus sur nous-mêmes en tant que spectateurs. En même temps, on se retrouve à l'étage face à un grand projecteur de cinéma qui projette un film 35 mm, mais qui est un 35 mm qui est un film digital, en fait, qui a été transposé en 35 mm. Donc il y a ici de nouveau un renversement de la technique de départ face au dispositif de démonstration qui est important, et également une certaine sculpturalité de ce projecteur dans la grande salle du Casino qui trône majestueusement au milieu de la salle. Mais le sujet, c'est pas le sujet qu'on est habitué à voir. C'est pas une narration, c'est pas une histoire, c'est pas des personnages qui se déplacent dans un paysage ou dans un décor, mais c'est des machines qui nous donnent quelque chose à voir, comme nous, en tant qu'êtres humains, on ne pourrait pas le voir. Donc on a parfois des plans très très rapprochés d'une caméra qui se déplace dans un décor et qui fait des mouvements un peu aléatoires et non humains, des mouvements que nous on ne ferait pas quand on se déplace dans un décor. On n'irait pas non plus tout proche d'un détail pour après sortir de nouveau de ce champ et basculer comme ça d'un point de vue à l'autre. En même temps, on a une temporalité très différente également. La mesure minérale, par exemple, est filmée au Musée d'Histoire Naturelle de Paris. Les artistes y filment un bloc de quartz et ils essayent au fait de redonner l'impression de la durée ou de la temporalité de ce minéral qui est hors champ pour l'être humain, parce que voilà, un minéral, ça évolue très lentement. Une vie humaine, je pense que ça n'a aucun impact sur un minéral. Et avec leurs films, ils essayent de redonner comme ça une idée de temporalité autre que celle qu'on est habitué à vivre. Donc ils filment en super ralenti. Le temps devient élastique, le temps devient autre chose, une autre perception. On se déplace vraiment de manière très lente,
la poussière est en suspension dans l'air, on sent la pulsation des néons. Donc le film nous projette vraiment dans une temporalité qui serait celle du quartz. Et en même temps, c'est une confrontation avec la matière de base, donc le quartz, et la caméra, toujours ce face-à-face avec la caméra, où on retrouve des éléments de quartz également dans les composants de la caméra. Donc c'est un face-à-face entre une même matière et deux générations complètement éloignées de cette même matière. La mesure de Louvre, d'un autre côté, c'est également un face-à-face avec le regard, avec une mesure de regard, une mesure de vision. Donc ils se sont intéressés au canon à particules qui se trouve dans le sous-sol du Louvre. Donc un canon à particules qui est utilisé pour analyser les œuvres d'art avant leur restauration, pour analyser leur composition chimique, les atomes, et comment aborder une restauration d'une œuvre d'art historique. Et il crée donc un face-à-face, un travelling autour de cette machine, ce canon à particules, donc une caméra qui observe un autre appareil de vision. Donc là, mais de nouveau à des échelles très différentes. La caméra produit quand même des images qui sont perceptibles à l'œil humain, mais l'accélérateur de particules, lui, c'est un œil d'analyse chimique au fait. Et le film se termine donc sur ce face-à-face de nouveau entre les deux éléments, la caméra qui vient confronter l'œil de l'accélérateur de particules, et où le canon à particules vient détruire l'œil de la caméra, parce que justement c'est deux mesures différentes qui s'affrontent et la plus forte l'emporte. C'est pas un combat, mais c'est plutôt un face-à-face un peu entre deux mesures, encore une fois.